collaborateur lambda de l'entreprise qui va faire une erreur, qui va cliquer sur un lien et qui va laisser entrer un ver ou un virus. Il y a Pierre Fabre qui a eu sa production bloquée à cause de CryptoLocker. Il faut pas oublier les sauvegardes. Moi, c'est ça que je dirais. Vous pouvez avoir le SI le plus sécure du monde. Il faut avoir un plan B, voire un plan C. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 26 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors j'espère que vous êtes bien installés dans votre voiture, dans le métro, en faisant la vaisselle, car aujourd'hui on va faire un épisode un peu spécial. C'est un épisode que je voulais faire depuis un moment et j'espère que ça vous plaira. Donc on va pousser un petit peu les frontières de la qualité, mais on va définitivement rester dans celle de l'industrie. Alors pour cet épisode, je suis accompagné de Sa Majesté Arnaud. Si la qualité était une composition musicale, il serait l'équivalent de Beethoven. Et pas le compositeur, le chien. Je me disais bien. Parce qu'en effet, il a plutôt la capacité à régler des problèmes importants avec des solutions non conventionnelles. Beethoven, c'est bien toi. Alors pour notre sujet d'aujourd'hui, nous avons l'honneur... Nous avons l'honneur de recevoir Stéphane Moinard, qui est directeur technique chez Calnet. Mais on en reparlera un peu dans un instant. Stéphane, comment ça va ? Ça va bien, je te remercie. Très bien même. C'est ton premier podcast ? Tout à fait, oui, c'est mon premier podcast. Eh ben, on va essayer de te mettre un petit peu te détendre un petit peu, te mettre dans l'ambiance et tu vas voir, ça va bien se passer. D'accord. Alors sans trop attendre, on va passer à la news qui sera également l'introduction du podcast, une grande première. Alors, le 10 mai 2023, il s'est passé quelque chose pour Merck, quelque chose qui a atteint une somme astronomique de 1,4 milliard de dollars. Arnaud, est-ce que tu en as entendu parler ? Pas du tout. Stéphane ? Ah oui, tout à fait, oui. Toi, t'en as entendu parler ? Ouh, bon alors, pas de spoiler. Eh bien, Merck a obtenu gain de cause en appel dans l'affaire qui s'oppose à son assureur. Ce dernier refusait d'indemniser le groupe pharmaceutique après l'attaque de NoPeita au motif qu'il s'agissait d'un acte de guerre. Alors bon Arnaud, à ce stade, je te rassure, tous ceux qui n'ont pas suivi l'affaire n'ont rien compris. Mais rassure-toi, c'est normal, on va décomposer ça, on va décomposer tout ça ensemble. Alors déjà, NoPeita, c'est ni plus ni moins que la plus grosse cyberattaque de tous les temps. Alors, au printemps 2017, un ver, ou worm en anglais, qui a été absolument dévastateur, fait son apparition sur les réseaux ukrainiens. Un ver est un virus qui s'autoréplique et se propage parmi les ordinateurs d'un réseau. Et donc, lors de sa propagation, il va mettre les ordinateurs hors ligne de façon permanente en détruisant le contenu. Et donc le but de l'attaque NoPeita, c'était clairement là de détruire définitivement autant d'ordinateurs que possible. Et du coup, pour faire ça, la meilleure façon, c'était c'est surtout de crypter tout ce qu'il y a dessus et de rendre ainsi inutile, à moins d'avoir la clé de chiffrement. Et donc, en général, ces attaques sont connues sous le nom de ransomware. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Arnaud. Hein. Mais comme on va le voir, je ne pense pas que, les hackers qui ont lancé ce ver n'avaient pas l'intention de gagner d'argent avec. Leur objectif, c'était simplement de détruire le plus possible d'ordinateurs et de faire le plus de dégâts possible. Et donc, forcément, le ransomware était l'outil parfait. Alors maintenant, un petit peu de contexte sur l'acte de guerre, comme on l'a vu dans la communication, dans le titre. Donc déjà à l'époque, donc c'était comme je l'ai dit en 2017, donc déjà à l'époque entre la Russie et l'Ukraine, c'était quand même super tendu puisque la Russie venait d'envahir un peu la Crimée quoi. Et donc afin de déstabiliser le pays,
la Russie a une idée de génie. Elle va paralyser l'ensemble des business du pays avec un bon gros virus. Et c'est là que ça commence à merder parce que ils mettent ensemble des outils de hack ultra puissants, genre ce qu'il y avait à l'époque de plus puissants. Et donc ils créent ce monstre qui aura la capacité de se répandre d'ordinateur en ordinateur en récupérant les mots de passe et globalement le truc il arrivait à trouver le mot de passe et s'il l'avait pas il se répandait quand même quoi, pour te dire à quel point c'était puissant. Et donc leur première question c'était comment limiter la propagation de ce vers juste à l'Ukraine. Et bien du coup ils ont fait partir l'attaque à partir d'un logiciel de taxe, le logiciel de taxe, de déclaration de taxes hyper utilisé en Ukraine et quasiment seulement en Ukraine. Et basiquement, toutes les entreprises qui déclaraient leurs taxes en Ukraine se sont retrouvées avec ce vers NotPayTax sur leur ordi. Alors, est-ce que tu vois un peu où ça va? C'est-à-dire que l'Ukraine a mangé ultra chaud. C'est-à-dire que tous les business, donc c'est-à-dire les distributeurs de monnaie en Ukraine, le métro, les logiciels de paiement, tout était les hôpitaux, tout était arrêté quoi. Le premier jour où c'est sorti, boum, tout le pays s'est complètement arrêté. Genre tu vois, les gens étaient dans la rue, erraient un petit peu, tout le monde, tous les business arrêtés, tout était cassé quoi. Et simplement que toutes les entreprises ayant des filiales en Ukraine se sont retrouvées avec le ransomware. Et donc le virus qui se propage à la vitesse de l'éclair d'ordi en ordi. Du coup toutes les grosses boîtes qui avaient des filiales en Ukraine, donc par exemple je sais pas si tu connais Maersk. Comment? Ouais, beaucoup du coup. Ouais, beaucoup. Et donc boîtes, les gros noms, tu vois, t'avais Maersk qui est une énorme entreprise, qui est la première entreprise de transport au monde, donc c'est danois. Il y avait ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc Maersk. Par contre c'est le Maersk du New Jersey, c'est pas les Allemands. Il y avait FedEx, Saint-Gobain. Tu vois, donc des énormes boîtes, et donc toutes ces boîtes se sont retrouvées ultra paralysées quoi. Donc non seulement pour Merck la production de médicaments a été interrompue d'après ce que j'ai pu lire pendant 1 mois, mais pareil leur capacité à rechercher, à faire du R&D, à vendre des produits, tout a été complètement arrêté. Et donc le coût total, donc quand certains articles qui dataient de 2019 donnaient une somme de 870 millions de dollars 870 milliards de dommages. Et donc là, ça a été réévalué à 1,4 milliard de dommages. Et donc un autre exemple qui est un peu hilarant, qui est quand même assez fou, c'est Maersk, là, l'entreprise de transport, où là, les chiffres sont absolument, ils ont pris le truc pleine balle. Donc il a fallu remplacer, mais quand je dis remplacer, c'est de zéro quoi, 4000 serveurs, 45 000 ordinateurs et 2500 applications. Donc et eux, ils avaient qu'un seul bureau avec un seul ordi à Odessa, tu vois. Donc c'est parti de là, tout est. Et donc quand je te dis une entreprise de transport, il faut s'imaginer que t'as des porte-conteneurs, donc dessus t'as des centaines et des centaines, voire des milliers de conteneurs qui sont dessus. Et donc ces conteneurs, quand il a fallu les décharger, du coup les mecs on peut pas. On sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas où ça va, on sait pas qui les a. Et donc, t'avais des files de plusieurs dizaines de milliers de camions, qui attendaient dans les ports, pour décharger ou charger leur truc. Quoi. Et c'était impossible de savoir ce qu'il fallait faire. Et donc, eux, ils ont eu un peu de chance, donc ils ont réussi quand même à rétablir en seulement 10 jours, parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils appellent un domaine contrôleur intact au Ghana. Et donc c'est parce que du coup au Ghana ils avaient pile poil une panne d'électricité ce jour-là, et donc ils ont réussi à garder un petit peu toute leur architecture intacte. Et donc ils ont envoyé un avion directement récupérer le bazar pour pouvoir réinstaller le réseau le plus rapidement possible quoi. Et donc tu vois, une histoire comme ça nous montre à quel point notre monde est devenu vulnérable aux attaques cybernétiques comme on pourrait dire, et combien il est important que les entreprises soient préparées face à ce genre de situation. Même là du coup, même aussi bien préparé que tu puisses, tu l'aurais quand même pris. Enfin, Stéphane nous dira un petit peu ce qu'il en pense. Mais du coup, il aurait fallu vraiment il y aurait eu des moyens de se protéger un peu plus. Et donc, comme je te le disais au début, Merck va finir par se faire rembourser. Donc son truc, donc c'est le deuxième procès en appel qu'ils ont gagné là. Donc probablement que les entreprises d'assurance vont raquer quoi.
Enfin bon, en tout cas pour le coup en Ukraine quand ça s'est sorti, c'était absolument l'apocalypse, hein, donc 22 banques complètement arrêtées, 4 hôpitaux. Enfin c'était absolument la folie quoi. Donc qu'est-ce que ça t'évoque tout ça mon petit Arnaud? Alors, on va voir ce qu'en dit Stéphane, mais finalement, les sauvegardes papier, c'est peut-être pas plus mal. Le bon vieux papier, c'est plus difficile à hacker, mais après, j'imagine qu'il y a d'autres solutions. Hein, mais... Oui, bien sûr. Bah après, le papier, c'est pareil, ça brûle, hein, donc tu vois, c'est le principe. Oui. Non, mais Stéphane, quand on arrive au point d'être complètement à l'arrêt, c'est quand même incroyable, quoi. Ouais. Et Stéphane, toi, t'en avais entendu parler alors? Oui, j'en avais entendu parler, mais dans un monde tel qu'on le connaît actuellement, mondialisé, avec les échanges sur toute la planète, et le papier suffit pas. Donc là, il faut s'organiser autrement. C'est clair. C'était une petite blague. Oui, je m'en souviens. Mais par contre, c'est quand même vachement intéressant de voir que... Mais sérieusement, parfois, on est obligé de revenir au papier. Hein. On est obligé de revenir au papier dans certains cas d'attaque. Hein. Des attaques d'hôpitaux récents ou aux urgences, on est revenu au papier pendant quelques heures ou quelques jours parce qu'il n'y avait plus rien qui marchait. Ouais, et puis il faut assurer la continuité des soins, etc. C'est ça. Alors du coup, si ça vous a mis un peu en appétit, je vous propose de passer à la pièce de résistance du podcast, le sujet principal. Alors, Stéphane, bienvenue dans le sujet principal. Alors, déjà, ce que je vais te demander, c'est de te présenter rapidement et puis nous expliquer rapidement ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. D'accord. Eh bien moi, donc je suis Stéphane Moinard, je suis directeur technique de Calnet depuis 2011. Hein. Je suis chez Calnet depuis 2005 où je suis arrivé comme développeur. Et puis j'ai créé une équipe d'installation et de suivi de nos applications chez Calnet. Hein. Je vais dire ce que fait Calnet juste après. Et en 2011, donc voilà, je suis devenu directeur technique après le départ de mon collègue et prédécesseur. Et là, je dirige depuis 2011 donc les équipes de développement chez Calnet et l'équipe d'intégration de nos solutions et d'hébergement de nos solutions. Alors Calnet, c'est un éditeur de logiciels qui a développé une gestion documentaire normative et un outil de modélisation de processus, on va dire de workflow d'entreprise. Les marchés de Calnet sont multiples, mais nous adressons en particulier des clients du secteur des acteurs du soin et de la santé, des hôpitaux, des CHU, et également du secteur de la pharmacie, des fabricants de médicaments et ou de dispositifs médicaux. Et dans le cadre de notre métier principal, métier historique d'éditeur de logiciels, on a aussi souhaité développer une plateforme d'hébergement pour les clients qui le souhaitent, qui veulent qu'on gère à leur place l'intégration de nos solutions logicielles dans leur propre SI, mais sur une plateforme en cloud. Donc, et là, nous avons donc nous avons opéré depuis 2005 un partenariat et la plateforme a grandi, est devenue mature et maintenant nous sommes en mesure de proposer une plateforme certifiée ISO 27001. Donc en termes de sécurité, c'est un très bon niveau et également une plateforme certifiée d'hébergement de données de santé, sur laquelle on reçoit donc des clients hospitaliers par exemple, mais aussi des acteurs de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique, qui souhaitent ce niveau de sûreté sur l'hébergement qu'on leur offre. Parce que c'est bien particulier l'hébergement des données de santé. On verra ça un peu plus loin dans l'épisode. Alors, pour commencer, Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la sécurité de l'information? Alors, c'est très vaste, mais si on veut simplifier au maximum, on va dire que c'est la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures, qu'elles soient d'organisation,
et qu'elle soit d'ordre technique. Hein. Donc c'est un ensemble de choses qu'on doit mettre en place. Hein. Et ça vise en particulier à garantir un certain nombre de principes. Alors moi souvent je les résume en 4 grands principes. Hein. La cybersécurité, la sécurité de l'information, hein, c'est garantir la confidentialité des échanges. Hein. On n'imagine plus maintenant sérieusement d'échanges un peu sensibles qui soient pas chiffrés. Hein. Donc c'est ça le principe de chiffrement, c'est garantir la confidentialité, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'échange ne puisse pas comprendre ou lire les échanges qui s'opèrent entre deux personnes ou entre deux entités. On a l'intégrité des données, hein, ça c'est une notion qui est très importante également, qui va donc garantir que les modifications sur les données sont faites dans des transactions unitaires cohérentes, hein, pour qu'on n'ait pas un bout de la donnée qui soit correct et puis un autre bout de la donnée qui soit incorrecte. Hein. Donc on veut vraiment une intégrité complète de la donnée dans tout son cycle de vie. Et ces changements sur la donnée doivent être également, hein, on va dire, scellés, hein, comme un sceau qui va garantir que la transaction a bien été signée de telle manière à ce qu'elle soit infalsifiable ensuite. D'accord. Voilà. Un autre grand principe, hein, c'est la disponibilité. Alors ça, c'est un grand principe que tout comment dire, citoyen voilà, exige. Hein, c'est que lorsqu'on a comment dire, un certain nombre de services importants qui sont hébergés par des prestataires. Ce qu'on veut, c'est que les données qu'on leur a confiées, hein, soient disponibles. Comment dire, et dans le pire des cas, hein, qu'on ait des capacités de restauration des données rapidement, hein, pour que le service, si au mieux il est dégradé, au pire il n'est pas disponible, il le soit dans un laps de temps le plus court. Ouais, une continuité de service. Et ensuite, Et ensuite, le dernier grand principe, hein, donc après on peut toujours en détailler un peu plus, mais c'est la traçabilité des données. Hein. C'est la traçabilité des actions et des données et des actions qu'on fait sur ces données, pardon. Et donc tous les acteurs possibles, hein, sur un système d'information quel qu'il soit, peuvent évidemment faire des interventions pour faire de la maintenance sur des machines ou sur des logiciels, et toutes ces opérations doivent être tracées de manière à ce qu'on sache qui a fait quoi et pourquoi, et ces traces doivent être infalsifiables également, donc signées, enfin on va dire scellées, hein, c'est pas une signature en tant que telle, c'est plutôt un sceau, hein, voilà, et qui permettent, hein, de savoir à chaque étape du cycle de vie de l'information ce qui a été fait, par qui, pourquoi, et ce qui a été changé de manière sûre et précise. Voilà les grands principes, hein, que moi je résume en général. Alors je sais pas ce que tu en penses, Arnaud, mais il y a quand même pas mal de points communs avec la qualité dans cette histoire, notamment intégrité, disponibilité, traçabilité. C'est assez intéressant, et au final c'est un moyen effectivement de garantir ça de manière un peu plus sûre effectivement que quand on est sur du papier, quoi. Hein. Après, faut pas directement faire le parallèle par rapport au papier, parce que finalement, c'est une discipline. C'est une discipline, c'est quelque chose. Enfin, c'est son propre. Maintenant, c'est devenu son propre support, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu peux plus immédiatement le comparer au papier. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Désolé. En fait, c'est comme si tu me disais instantanément, la voiture. Si on faisait un podcast sur la voiture et que toi, t'arrêtais pas de le comparer au cheval, quoi. Enfin, toi, c'est une technologie qui finalement est assez différente, avec des acteurs complètement différents et des moyens de maintenir le truc complètement différent. Donc finalement, je pense qu'il faut arrêter de comparer la sécurité de l'information informatique et papier, quoi. C'est-à-dire sinon on peut pas se contenter de toujours résumer le papier c'est mieux, le papier c'est moins bien. Je pense qu'il faut considérer ça comme quelque chose d'à part entière, quoi. En fait, c'est pas que c'est pas comparable, c'est qu'on les 4 points que je viens d'évoquer là,
et ça fait qu'il y a un certain nombre de choses déjà dans la traçabilité, dans la formation, dans la manière dont elle a été gérée, qui sont intrinsèques à l'information elle-même. C'est-à-dire quand on a une donnée de transaction et qu'on a son sceau, on a de la sécurité, on a un certain nombre d'informations dans le sceau qui nous garantissent des choses, et ça fait partie de la donnée en elle-même. Donc c'est intrinsèque. Donc ça va plus loin en fait que le papier. Le papier, je pense, j'ai rien contre le papier, puis même je pense que même dans certains processus, ça peut encore avoir son importance. Mais en fait, ça englobe beaucoup plus de choses. Voilà. La manière dont on gère la sécurité informatique maintenant que le simple fait que le papier pouvait gérer. On est allé beaucoup plus loin en fait dans la maturité des processus de ce qu'on veut sécuriser. Oui, après moi mon propos c'était de dire que malgré tout, je comprends qu'effectivement faut pas comparer au papier, mais malgré tout, il y a encore pas si longtemps que ça, la sécurité des données de process, des données qui étaient générées par les process, ça restait du papier. Et du coup, en fait, tout ça a permis d'aller sur un système beaucoup plus sécurisé et qui a remplacé le papier. Mais c'était ça le sens de mon propos, en fait. Et donc, par rapport à ton travail et du coup par rapport à ta position quand même privilégiée, est-ce que du coup, quels sont les plus grands défis auxquels l'industrie pharmaceutique est confrontée en matière de sécurité informatique? Alors, les plus grands défis. Moi, je dirais que il y a une particularité, alors qui est peut-être pas unique, mais moi que je ressens particulièrement fort dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, c'est la concentration des sociétés ces dernières années. Il y a eu beaucoup de fusions et d'acquisitions. On a des grands groupes mondiaux qui ont opéré des concentrations très fortes ces dernières années, et ça pour un manager de la sécurité informatique, un responsable de sécurité informatique ou des gens qui gèrent la sécurité informatique, c'est un vrai sujet de difficulté et de risque que de fusionner de systèmes informatiques différents qui doivent être harmonisés, rationalisés, consolidés pour en faire plus qu'un homogène ensuite. Donc ça c'est un vrai sujet. Et donc c'est une gestion en plus qui peut pas se faire du jour au lendemain. Donc on peut avoir des laps de temps dans lesquels on a des disparités qui font qu'on a des risques induits par ces fusions et acquisitions. Ouais, c'est vrai. Après, quelques exemples simples, c'est des différences de comment dire de niveau de maturité des personnes dans des sociétés qu'on acquiert alors qu'on est déjà un grand groupe et on a peut-être déjà mis un certain nombre de choses en place très structurantes. Là on va peut-être acheter ou rentrer dans le capital de petites structures qui sont bien moins organisées. Donc là il y a des risques. On va aussi intégrer des systèmes informatiques. Donc là évidemment on appelle ça des surfaces d'attaque sur les systèmes informatiques qui peuvent être plus ou moins poreuses dans les nouvelles sociétés qu'on va intégrer. Et puis dans les chaînes de fabrication, il y a aussi des systèmes industriels avec des logiciels, avec des matériels qui un peu malheureusement historiquement sont un peu moins surveillés ou mis à jour qu'il le devrait. On a souci aussi dans l'industrie lourde, mais l'industrie pharmaceutique n'échappe pas à cette règle. Donc voilà. Donc quand on va essayer de faire d'un seul système informatique deux systèmes, là on se met en situation de risque qu'il faut évaluer évidemment. Et ça pour moi c'est vraiment un challenge important que doivent gérer les responsables de sécurité informatique qui sont confrontés à ces situations. D'accord. Ouais, c'est clair quand on y pense effectivement. Même c'est tout aussi un nouvel ensemble de personnes qui sont pas forcément sensibilisées autant que les anciennes à tous les différents risques liés à l'utilisation de systèmes d'information. Et du coup, c'est toutes ces personnes aussi qui représentent potentiellement tout un risque à part entière, comme tu disais, les machines, et puis du coup toutes les applications, les sites. Et j'ai lu quelque part sur Internet
que l'industrie pharmaceutique avait une énorme et un truc plus important que dans d'autres secteurs de sites internet et d'applications ouvertes de partage d'informations, etc. Que toutes les autres industries, quoi. Je trouve ça fou. Oui, parce qu'ils sont en lien avec beaucoup de fournisseurs, ils sont en lien avec beaucoup de d'organisations d'État ou de régulation d'État. Les systèmes de distribution aussi font qu'ils ont beaucoup d'applicatifs en ligne, et tout ça augmente la surface d'attaque, et donc ça complexifie la gestion du risque et la minimisation du risque. Il faut dire aussi que ces dernières années, là, en 4 ou 5 ans, la cybercriminalité s'est organisée. On a une organisation du crime cyber qui est devenue très mature ces dernières années. Il y a des places de marché sur lesquelles on peut acheter des kits tout faits pour faire du phishing, du cryptolocking, etc. Et donc voilà, ces industries sont plus exposées, et en plus les cybercriminels sont mieux organisés. Donc voilà, il y a un vrai sujet là-dessus. C'est vrai qu'on voit souvent de plus en plus de ce type d'attaques sur les sites industriels, quoi. Et surtout avec le Covid, etc. Et je sais pas si t'as réfléchi déjà à ça, Arnaud, mais quand il pense rapidement, ce qu'on a vu avec le Covid, c'était que les pays c'était ultra indépendant de quelques finalement spécialités pharmaceutiques, tu vois. Et comme on le sait, quand il réfléchit encore, la supply chain mondiale qui est tendue à l'extrême, et finalement un pays quasiment tout entier finit par dépendre à 80% pour certains types, genre par exemple l'amoxicilline ou quelques trucs comme ça, finit par dépendre à 80% de 2 ou 3 fournisseurs max de certains de certains produits, donc de certains API ou même certains précurseurs tout simplement. Et finalement, quand si tu réfléchis bien à ton attaque, tu fais comme Stéphane le disait, une attaque un peu ciblée pour paralyser 1 ou 2 sites bien spécifiques, et boum, tu bloques l'approvisionnement en médicaments stratégiques tout un pays, quoi. Hop là. Et ça, du coup, comme on l'a vu avec l'exemple de Merck, c'est pas de la science-fiction, quoi. Enfin, je veux dire, pour tout casser à l'intérieur d'un site, comme tu l'as dit, Stéphane, il y a plein de surfaces d'attaque disponibles. Il y a toutes les personnes qui agissent avec leur email. C'est quand même, c'est pas de la science-fiction, quoi. Complètement. Et on a effectivement une chaîne d'approvisionnement qui s'est extrêmement réduite. Et donc dans cette chaîne, des maillons un peu critiques, ce qu'en informatique ou en cybersécurité on appelle des SPOF, des single point of failure. Il suffit d'attaquer de manière ciblée cet élément pour que toute la chaîne d'approvisionnement soit complètement paralysée sur un élément de fabrication d'un médicament par exemple, et là vous avez complètement bloqué la production de telle ou telle molécule, et ce qui va devenir très critique. Et là ensuite les cybercriminels ont des moyens de pression pour obtenir des rançons, ou porter atteinte à l'image de groupe. Enfin, ça dépend des motivations, si elles sont purement pécuniaires, financières ou idéologiques, ou idéologiques, voilà. Et alors du coup, comment l'industrie pharmaceutique réagit face, comme tu l'as dit, à cette menace croissante de cyberattaques ces dernières années? Est-ce que du coup, tu as vu quelques tendances, tu as vu des trucs? Alors, moi, ce que je peux dire de ce que je sais, c'est que les grandes entreprises pharmaceutiques se sont organisées évidemment, et ils n'ont pas le choix, même sous la pression parfois de certains États, parce que ce sont des opérateurs d'importance, comme on dit en France, importance vitale pour certains. Il y a des données de savoir-faire, des données de recherche, des données de brevets, voilà, tout ça, ça coûte énormément d'argent, et donc il fallait rationaliser la sécurité du système d'information, et donc je pense organiser avant tout la politique de sécurité des systèmes informatiques chez ces fabricants chez ces opérateurs pharmaceutiques, pour maîtriser la surface d'attaque de tous les services accessibles depuis Internet. C'est peut-être en réécrire certains pour n'en faire qu'un,
peut-être comment dire, revoir aussi leur chaîne de fournisseurs logiciels, hein, pour s'assurer que eux-mêmes, ces fournisseurs logiciels, ont des pratiques de développement qui sont à l'état de l'art en termes de sécurité informatique, hein, ce que nous faisons chez Telnet. C'est également, pour moi, c'est maîtriser, hein, la cohabitation de systèmes des systèmes de gestion, donc on va dire purement logiciels, hein, et la proximité aussi des systèmes de production, hein. Donc c'est les isoler au maximum, ces systèmes de production, pour qu'ils puissent pas être impactés par le biais d'intrusion dans le système de gestion. Sachant que les systèmes de production, comme je vous le disais, c'est souvent des machines industrielles, des automates industriels qui sont pas forcément à un niveau de maintenance et aussi sécurisé qu'on pourrait l'imaginer, hein. Voilà, donc c'est séparé, c'est avoir des règles de séparation de ces environnements, hein. Ça c'est des choses qu'on fait beaucoup en cybersécurité, c'est qu'on isole un maximum de choses. À défaut des fois de régler des problèmes ou de corriger des problèmes, ben on isole, hein, pour atténuer les risques, hein. Tout est une maîtrise de risque en fait, hein, et voilà, et surtout, hein, c'est appliquer les règles de base de la sécurité informatique, et ce n'est pas que des règles de base pour l'industrie pharmaceutique, hein, c'est aussi d'une manière générale, c'est s'organiser, donc c'est renforcer, gérer les contrôles d'accès, avec des accès au SI, et notamment avec le télétravail, où pendant la crise du Covid, on n'était pas en mesure de faire autrement. Voilà, c'était donc comment dire, connecter des personnes au travers de bastions très sécurisés. Voilà. Et puis pour moi, ce que je dirais aussi, hein, c'est la sensibilisation des acteurs, des personnes, hein, de tous les collaborateurs à tous les niveaux qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, parce que on le sait, et c'est encore le cas, hein, le vecteur est parfois inconscient de la majorité des cyberattaques. C'est encore le collaborateur lambda de l'entreprise qui va faire une erreur, qui va cliquer sur un mail, sur un lien ou un document téléchargé, et qui va à cette occasion-là laisser entrer un ver ou un virus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phishing, c'est ça? Par exemple, ça peut être le phishing, hein. Et donc il faut former les utilisateurs, il faut les sensibiliser. Et moi, c'est ce que j'appelle l'acculturation à la sécurité informatique au sens large, mais à tous les niveaux. Et quand je dis à tous les niveaux, je dirais même que ça commence par la direction, hein. Les managers, dirigeants doivent absolument montrer l'exemple, hein, et ça ne peut être que comme ça qu'ensuite ça puisse redescendre jusqu'à l'utilisateur final, le collaborateur, comment dire, sans forcément beaucoup de privilèges, hein, peut être vecteur, lui, hein, et donc il faut l'acculturation de tout le monde. Ouais, c'est clair. Bah ça, avec Arnaud, on a l'habitude de ce genre de discours, et effectivement, là plus qu'ailleurs, enfin c'est encore une fois montrer l'exemple et du coup sensibiliser, communiquer, parce que encore une fois, c'est comme dans la culture qualité, si on n'a pas conscience du risque que ça peut engendrer, une simple de cliquer sur un mail un peu bizarre, du coup finalement les gens se méfient pas et font n'importe quoi. C'est ça. Alors le RSSI, hein, peut faire ce genre d'acculturation c'est quoi RSSI? En faisant des petites communications. Le responsable de sécurité, hein, des systèmes d'information peut faire des communications de manière régulière, très simplement en vulgarisant un certain nombre de choses qu'il a pu lire dans des news très techniques, hein, pour montrer à ses collaborateurs comment se passe telle ou telle intrusion ou telle ou telle comment dire, ou les dégâts que peuvent provoquer un phishing réussi, et pour que les utilisateurs finaux comprennent que des fois c'est des petites actions insignifiantes qui peuvent avoir des conséquences à terme qui peuvent être
peuvent être assez dramatiques. Mais c'est ce qu'on voit aussi au-delà de la communication, c'est tous les petits essais qu'ils font là quand ils envoient des mails de ce type-là pour voir justement en interne qui c'est qui va, enfin pas qui c'est, mais en gros quand on clique sur le lien, avoir une information pour dire bah attention, ça aurait pu être du phishing quoi. C'est ça. Toutes ces petites simulations là. Donc ça, on le fait chez Calnet et dans le groupe dans lequel on est là. Effectivement, c'est des choses qui sont faites de temps en temps pour mesurer encore l'impact d'une tentative de phishing bien faite, hein, parce qu'il y a des oui. Voilà. Et donc, moi j'ai une question on va arriver dans le cœur du sujet. Donc, comment équilibrer le besoin en sécurité de l'information avec le besoin d'accessibilité, parce qu'au final c'est un truc qu'on paye tous les jours. C'est-à-dire que voilà, dans la boîte, il y a pas le droit d'utiliser de clé USB, il y a pas le droit d'installer des trucs, il y a pas le droit de faire tout un tas de trucs quoi. Et finalement, ce qui est perçu par les personnes comme des contraintes. Mais finalement qui sont là pour pouvoir protéger de tout un tas de choses quoi, et on voit en plus surtout au plus le groupe est grand, au plus les risques sont élevés, encore que et du coup voilà, comment est-ce que vous faites pour arriver à bien équilibrer le besoin le besoin de sécurité avec le besoin d'accessibilité? Ouais, alors déjà en introduction, ce que je peux vous dire d'expérience, hein, c'est que souvent quand on va essayer quand on va vouloir mettre en place des nouvelles techniques ou des nouveaux outils pour sécuriser certains processus ou certains accès, pratiquement tout le temps, moi j'ai rencontré comment dire un rejet des utilisateurs finaux, résistance avant même qu'ils l'utilisent. Je veux dire, avant même, tout de suite, on a des réactions ou des réflexions du style on va plus pouvoir travailler, ça va me prendre 2 jours de plus de boulot, je pourrais pas faire mon boulot. Et voilà. Donc, et puis voilà. Et si l'outil est bien choisi, si la technique est éprouvée, et il y en a plein maintenant sur le marché qui permettent, par exemple, de simplifier l'authentification et de fédérer l'authentification entre plusieurs applications, par exemple. Je veux prendre que cet exemple-là de la fédération d'identité, ça va nous permettre, de manière sûre, via des protocoles éprouvés, de pouvoir se signer sur un PC avec une carte magnétique ou avec un login password, pourquoi pas. Donc là, on va peut-être avoir une double authentification, peut-être vérifier et recevoir un code sur sa messagerie ou sur son device mobile. Bon, voilà. Une fois passé ça, on va peut-être avoir aussi ce système qui va vous permettre d'accéder à 3, 4, 10, je sais pas, plein d'applications en fonction de vos droits, de manière transparente, sans vous réauthentifier. Voilà. Et donc la première réaction de l'utilisateur, ça va être je vais plus pouvoir travailler, ça va être compliqué, tu te rends pas compte, comme ça change mon travail. Et puis au final, vous allez vous rendre compte que l'acceptation va se faire sans douleur, si ça a bien été préparé, si ça a bien été expliqué. Voilà. Il y a une conduite du changement. Évidemment, il faut choisir les bons outils. Mais si la conduite du changement est faite correctement, dans la majorité des cas, ça se passe très bien. Donc voilà, il faut que les acteurs de la sécurité informatique aussi échangent avec les métiers. Moi, ça c'est clair, que si vous faites tout au forcing, à un moment donné, vous pouvez aussi avoir des vraies situations de blocage. Parce que vous n'avez pas compris un besoin métier fondamental. Voilà, donc c'est avoir toute cette dimension métier que doivent avoir les personnes qui vont mettre en œuvre cet outillage technique ou cette organisation pour que les choses se passent au mieux, pour que les utilisateurs finaux adhèrent et puis adoptent voilà des techniques ou des outillages qui vont permettre voilà de faciliter l'utilisation, et parfois c'est même encore plus facile et bien plus sûr que ça l'était auparavant. Et voilà ce que je dirais. Voilà. Depuis le Covid et le travail à domicile, cette problématique de l'accès au SI à distance est devenue prégnante, et donc là on est obligé d'utiliser des outils
comment dire, reconnus, pour s'appuyer sur des choses qui fonctionnent bien et qui sont sûres, mais en même temps qui sont facilement utilisables. Et je pense que dans la majorité des cas sur ce sujet, on arrive à des bons compromis. Ça a été une vraie difficulté, ça, le Covid et puis la gestion de l'accès à distance. Alors si je parle pour Calnet, je dirais non, parce qu'on était heureusement bien organisés. Et c'est vrai, on a démarré avec une équipe restreinte la première semaine qui a suivi la mise en place je trouve plus le nom, du confinement, pardon. Voilà, parce qu'on avait peur que les outils tiennent pas la charge, mais qu'au final, une semaine après, toute l'équipe était au travail à distance. Maintenant, oui, je pense que pour beaucoup de sociétés, on s'y attendait, on savait qu'il fallait un jour ou l'autre y venir, pour notamment sécuriser. C'était pas dans le but de faire du télétravail et d'en faire une norme. Je pense pas que c'était la majorité des cas en tout cas, mais beaucoup de sociétés se disaient bon, il faut qu'on fasse du télétravail pour sécuriser nos activités en cas de problème, en cas de crash, notamment pour les sociétés multisites, en cas de crash d'un site, qu'on puisse aller télétravailler ou travailler sur un autre site ou faire du télétravail. Voilà. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà dans l'air du temps. Et puis ça s'est grandement accéléré avec le Covid, oui, ça c'est clair. Et puis d'autres sociétés se sont retrouvées on va dire en souffrance, et ont dû mettre ou improviser des solutions, peut-être même se mettre en risque à ce moment-là. À dernière minute, le truc qui marche pas vraiment bien et qui finalement. Et donc, est-ce que, parce que moi j'ai une conviction personnelle qui dit que on respecte pas une règle qu'on ne comprend pas. Et donc, est-ce que t'as connaissance d'incidents de cybersécurité récents dans l'industrie pharmaceutique et des leçons qu'on pourrait en tirer? Je pense que t'en as un ou deux exemples. Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est Merck, tu en as parlé. Et puis il y a eu en région centre, nous on est en région centre, on a la région d'Orléans, entre Tours et Orléans là, la pharmaceutique on appelle la Chemical Valley. Pharmaceutique Valley, ouais. On a donc un certain nombre d'acteurs de l'industrie de pharmacie dans ce coin-là. On a eu Pierre Fabre qui avait un site, qui a plein de sites. En 2021, donc c'est pas si vieux que ça. Il y a Pierre Fabre qui a eu sa production bloquée à cause de CryptoLocker. Il y a eu aussi. Mais ça, j'en avais entendu parler, moi. Ouais. Alors en plus, je crois que la direction du groupe avait pas forcément été très transparente au départ, au moins sur les impacts sur la production. Mais il semblait bien quand même qu'il y ait des sites qui étaient à l'arrêt à cause de cette attaque. On a eu le groupe Fareva aussi en 2021. Ça, j'en ai entendu parler, qui a été hacké là, et qui a dû. Donc ça c'est dans la région d'Amboise, c'est aussi dans notre pharmaceutique. Quand même. Amboise c'est juste à côté de Tours là, donc. Et donc moi ce que je dirais, c'est quoi les enseignements qu'on peut tirer de ça? C'est bon. Il faut évidemment s'organiser, il faut acculturer les gens, il faut mettre en place des mesures d'organisation. Donc c'est nommé un RSSI avec une équipe, donc il faut s'entourer de gens, des techniciens, des ingénieurs qui connaissent bien et qui maîtrisent ces domaines, et qui vont configurer le SI. Donc ça, on est au niveau technique, mais aussi on a parlé de l'organisation de tout ça. Il faut pas oublier les sauvegardes. Moi, c'est ça que je dirais. Vous pouvez avoir le SI le plus sécure du monde. S'il y a un hacker bien organisé et puis en plus s'il y a un état derrière, et ça on le voit quand même malheureusement de plus en plus, vous avez pris les meilleures mesures possibles, il y a des chances qu'ils arrivent à rentrer malgré tout. Ils prendront le temps qu'il faut, ils y arriveront. Et donc là, il faut avoir un plan B, voire un plan C, et faire des sauvegardes et les tester, faire des vrais tests de restauration de SI ou de partie de SI, donc avec une analyse de criticité
de notre SI pour savoir quelles sont les zones ou les machines ou les environnements qu'on souhaite absolument pouvoir restaurer sur un data center de secours. Enfin voilà. Donc ça, il faut des moyens, effectivement, hein, ça c'est sûr. Mais la nature même de l'informatique, du web, hein, à l'origine, le web, historiquement, il n'a pas été fait pour faire de la sécurité informatique. Elle est venue qu'après, donc on a fait ce qu'on pouvait avec les protocoles. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut vous assurer avec des sauvegardes. Il faut votre coffre-fort avec des sauvegardes qui fonctionnent et qui sont testées régulièrement. Et c'est ça, moi, que je dis. Hein, si vous faites pas de sauvegarde, vous vous mettez en grand danger. Et si vous les testez pas, oui. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a, comme tu le dis très justement, il y a plusieurs types de menaces, quoi. C'est-à-dire, il y a les menaces où là, du coup, comme on l'a vu dans l'introduction, où le but c'est de tout casser et d'arrêter, de rendre inopérant. Il y a l'espionnage industriel où là, du coup, ça va être complètement différent, où ça va plutôt être des gens qui vont camper un peu sur le serveur, enfin sur l'installation pour regarder ce qui se passe, pour essayer de trouver des trucs. Et après, il va y avoir les gens qui veulent faire de l'argent. Donc avec du coup soit crypter des trucs pour demander des rançons, etc. C'est ça. C'est ça. Et du coup les différents types ou revendre les données, exactement. Ouais. Oui, donc face à la diversité des menaces, vous voyez bien en plus les motivations sont pas les mêmes, hein. Mais malgré tout, à un moment donné ou un autre, dans la plupart des cas, sauf l'espionnage, on va dire, on peut avoir des destructions ou des indisponibilités du système informatique, hein, plus ou moins largement. Et donc il faut s'assurer, hein, sur les systèmes critiques qu'on puisse redémarrer, hein. Ça c'est sûr. Sur l'espionnage, c'est particulier parce que là vous pouvez avoir des gens qui ont pénétré le SI et qui vont se cacher, qui vont essayer d'être indétectables le plus longtemps possible. Et donc là, la motivation est complètement différente, hein. Effectivement, c'est revendre à des commanditaires, hein, par exemple, souvent, mais des données de protection, des données de fabrication, des secrets industriels. Et malheureusement, il n'y a pas que la pharmacie non plus. Donc, on a vu les différents exemples. Alors, est-ce que est-ce que vous auriez des conseils pour implémenter efficacement une bonne hygiène digitale? Donc là, on a un petit peu vu quelques trucs, donc faire des tests de sensibilisation, communiquer. Est-ce que vous avez d'autres conseils par rapport à tout ça? Je vais peut-être redire un peu certaines choses que j'ai déjà dites, hein. Pour moi, il faut l'engagement au plus haut niveau de la hiérarchie de l'entreprise. Un engagement, montrer qu'on fait les choses comme n'importe quel utilisateur. Moi-même, j'ai moins de privilèges que certains de mes collègues sur certains SI, et parce que j'en ai pas besoin. Et donc il y a certains principes, celui du moindre privilège, notamment, où si vous n'avez pas le besoin, vous n'avez pas à avoir ces privilèges, et ça commence par le DG qui a pas besoin de tout voir ou de tout faire sur le SI, et ça doit ensuite transpirer à tous les niveaux de la société pour que ce soit un engagement commun bien compris. Et ça, c'est pour moi une politique au sens noble du terme, hein, qui doit se diffuser dans toute l'organisation de la société. Ça me fait penser à un truc. Alors c'est un peu une digression, mais finalement c'est une raison de plus de ne pas avoir 50 investigateurs de déviation sur un site, parce que tu donnes 50 accès en plus au QMS à des gens qui vont faire une investigation tous les 36 du mois. Et ça, je pense, Stéphane, t'as trop raison. Et c'est un truc qu'on voit super souvent. C'est vrai que quand du coup tu te sens un peu supérieur quand t'as plein d'accès, tu vois. T'aimes bien dire mais si ça c'est bon, j'ai le droit et tout. Surtout pareil avec le badge d'accès où tu dis ça, mon badge il ouvre ou il ouvre pas, et tout de suite tu sais ça fait une espèce de sentiment de supériorité quand t'as plus de privilèges dans tel ou tel système ou dans tel ou tel accès. Et ça c'est vrai qu'au finalement ça a absolument rien à voir avec
avec le grade ou le salaire ou quoi que ce soit en fait. Hein. C'est juste plutôt c'est surtout ça, c'est une raison de sécurité et de bonne gestion du système, quoi. Oui, il faut dépasser ça effectivement. En termes d'accès, vous donnez l'exemple de personnes qui vont investiguer pour faire des recherches régulièrement, mais une fois qu'ils ont investigué, il faut refermer les accès. Enfin, il y a de l'organisation, il y a aussi de l'outillage qui peut le faire automatiquement. Donc, je pense que pour que ce soit efficace, il faut que ce soit, comment dire, bien organisé, régulièrement rechallengé. Il faut se remettre en question régulièrement. Donc c'est ce qu'on fait aussi. Documenté évidemment aussi également. Il faut s'appuyer sur des normes. Pour moi, c'est un sujet là où comment implémenter efficacement. Faut pas réinventer la roue. Il y a des normes de sécurité dans les. Moi, je parle de l'ISO 27001 parce que je la connais plutôt bien et que c'est là-dessus qu'on travaille aussi quand on fait du HD santé, c'est la base, le ISO 27001. Eh bien, voilà, il faut essayer. Alors même si on veut pas se faire certifier, il faut quand même s'appuyer sur cette norme pour voilà suivre les bonnes pratiques. C'est bourré de choses pleines de bon sens en fait. Et il faut les suivre les unes après les autres et s'organiser honnêtement par rapport à ça et pas juste se dire on le fait sur le papier et puis c'est pas grave. Non, faut faire les choses quoi. Et puis il faut que ça descende aux utilisateurs et dans ISO 27001 il y a aussi ça. Ça du coup Arnaud, c'est typiquement c'est un truc qui est typiquement la même chose que nous quoi, c'est-à-dire imagine t'es un nouveau responsable SI, tu te pointes et là tu te découvres un système où c'est le bordel complet, tu sais, et c'est un peu la même chose que quand t'arrives sur un site et tu es responsable AQ et puis finalement c'est trop le bordel aussi et c'est comment faire pour attaquer la montagne, prioriser, regarder les différents trucs. Enfin, ça doit être exactement le même type de taf à faire, quoi. Ouais, complètement. Et donc, par rapport à tout ça, comment est-ce que tu vois l'évolution de la sécurité de l'information dans l'industrie pharmaceutique au cours des prochaines années? Parce que du coup, j'ai entendu pas mal de podcasts, notamment autour de la blockchain, l'intelligence artificielle, tout ça. Est-ce que t'as des choses, tu vois des choses là-dessus? Alors, moi, je dirais que l'intelligence artificielle, enfin les capacités des algorithmes, d'une certaine technique, à pouvoir analyser vite beaucoup de données. Ça, pour moi, c'est un outil qui est déjà probablement indispensable pour essayer de détecter des signaux faibles dans le SI qui puissent vous alerter, des comportements anormaux, on va dire, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà. Où on va mesurer, on va prendre avec des sondes tout un tas d'informations de différents dispositifs logiciels et ou dispositifs médicaux matériels ou pharmaceutiques dans la chaîne de fabrication, pourquoi pas. Et là, donc vous avez tout un ensemble de données. Et là, il y a des solutions qui existent et il y en a plein d'autres qui vont arriver je pense parce que les moyens de calcul augmentant et les applications d'intelligence artificielle qu'on met, les algorithmes qu'on met derrière pour analyser ces données nous permettront de plus en plus de détecter en amont des choses anormales sur tout cet ensemble de données récoltées sur le SI. Donc, ça pour moi c'est sûr, c'est indispensable en plus d'étudier ces solutions là si on souhaite mettre quelque chose en place d'efficace. Ouais. Donc on a également ce qu'on appelle des firewalls applicatifs, dont certains peuvent aussi utiliser ce genre de technique pour se dire, on sait ce que c'est un comportement normal de l'utilisation d'une application. On va donc mesurer le fonctionnement de l'application sur des phases de test ou de qualification. Ça va nous générer un ensemble de paramètres et puis quand on va mettre ça en production, ces paramètres opérant sur l'utilisation de l'application en mode normal vont pouvoir nous indiquer ces firewalls applicatifs s'il y a des comportements, des requêtes qui sortent de l'ordinaire et qui n'étaient pas prévus au programme, on va dire ça comme ça. Et dans ce cas-là, elle est bloquée ou lever des alertes. Donc ça, pour moi, l'IA très important. Et les outils
que ça peut permettre d'induire dans ces solutions là, c'est très important. Après, on a les solutions là qui vont venir avec l'informatique quantique, qui vont permettre en fait de faire beaucoup plus de choses en termes de calcul, qui vont décupler les possibilités de calcul, qui sont là aussi en termes de détection une vraie opportunité pour la sécurité informatique. Alors, quand je dis opportunité, ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut être un risque, plutôt de faiblesse, ouais. On en reparlera. Alors, c'est les deux en fait. C'est les deux. L'informatique quantique, si tant est qu'elle arrive en production dans les années à court terme, ça va induire des risques et des opportunités. Des risques parce que on aura des possibilités de calcul telles que on pourra craquer des algorithmes de chiffrement ou de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide surtout. Les mais en même temps, sécurisé, c'est fini quoi. Ça mettra plus des milliards d'années à décrypter. Oui, ou même le chiffrement. On va pouvoir jouer des jeux de clés de manière aléatoire beaucoup plus rapidement. Mais en même temps, ce qu'il faut se dire, c'est que derrière ces technologies, on va aussi développer des règles algorithmiques qui vont permettre aussi de renforcer les algorithmes de chiffrement. Donc on aura une guerre à un autre niveau, je pense, où on aura de la puissance de calcul pour déchiffrer, mais en même temps on aura de la puissance de calcul pour chiffrer autrement. Voilà. Donc c'est un combat qui va se jouer un petit peu continuellement. C'est au premier qui gagne, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Et donc on a des chercheurs en sécurité informatique, des mathématiciens qui sont déjà sur le sujet pour revoir un petit peu toute l'algorithmique qui va avec ces nouveaux moyens de calcul. Alors moi j'ai une autre question. J'ai entendu. Donc t'as dit au départ que t'étais hébergeur de données de santé. Est-ce que du coup tu peux expliquer ça rapidement, ce qu'il faut qu'est-ce que ça implique en fait? Alors donc nous on est effectivement on propose dans notre panel d'offres d'hébergement, on propose une plateforme d'hébergement de données de santé. Donc à la base c'est une plateforme d'hébergement hautement sécurisée qui respecte au moins la norme ISO 27001. Et donc ça fait quoi? C'est pour Calnet, d'abord c'est une énorme responsabilité parce qu'on va héberger des données de nos clients pour lesquelles ces données sont des données sensibles, nominatives parfois, avec des données de santé nominatives. Donc on voit le niveau là de responsabilité qui augmente. Et donc on a toutes les contraintes les grands principes que j'ai énoncés au départ là, qui viennent là tout en même temps avec un niveau très important. Et en plus on a derrière ces niveaux de sécurité, des exigences qui nous parlent. Quand on parle du RGPD, on a typiquement un certain nombre de choses là qui tiennent du RGPD avec une forte contrainte de le respecter. Donc c'est pour nous des manières d'opérer différentes sur les hébergements, parce que là on n'accède plus du tout aux données de production de nos clients. On n'a pas le droit, donc on a des environnements on va dire de qualification et des environnements de production sur laquelle on peut pas opérer directement. Quand on opère sur l'OS par exemple parce qu'on fait des mises à jour, ou sur le logiciel aussi parce qu'on fait des mises à jour, évidemment les clients sont au courant et la plupart du temps d'ailleurs ça. Sur le logiciel d'ailleurs, ça c'est une demande du client qui motive nos opérations. Nos opérations sont tracées, sont filmées. On passe par des bastions d'administration qui enregistrent toutes nos opérations. On a interdiction absolue, évidemment, d'utiliser des comptes génériques. Là, mes équipes interviennent nominativement. Donc je sais qui a fait quoi et pourquoi il le fait. Donc ça doit être motivé en avant. Et tout ça, c'est tracé. En fait, c'est ça, c'est que les données sont tellement confidentielles que finalement, t'as pas le droit de les regarder. C'est ça? C'est ça.
Donc tu dois gérer tes données sans les voir. C'est ça. Alors, on gère les données, c'est l'application. Les clients le voient, les voient ces données. Hein. Nous, on n'a pas à les voir. On n'a pas besoin. De toute façon, déjà, on n'en a pas le besoin. Hein, ou dans de très rares cas, on va devoir peut-être avoir accès à certaines données, mais ça doit être sous le contrôle hein, du client ou d'un médecin chez le client. Voilà, donc c'est bon, de toute façon, on n'a pas besoin d'accéder aux données, hein, en principe. Hein. Ouais. On opère un système informatique, un serveur, une application web. Voilà, les données sont dans une base de données dans laquelle on n'a pas à aller voir. Dans les cas extrêmes où on doit récupérer toute une partie de la base de données, on les anonymise, hein, ces bases de données. Donc on travaille les données rentrées par le client, hein, parce qu'on sait comment elles sont enregistrées techniquement dans la base de données, et donc on les floute ou on les supprime complètement. Hein, et donc après on garantit au client que ce qu'on reçoit c'est complètement anonyme, et que les données de saisie hein, pour les utilisateurs finaux, qui peuvent contenir des noms, qui peuvent contenir des informations de pathologie liées à des noms. Là, typiquement dans le RGPD, la donnée de santé nominative, hein, donc au risque. Et là, ça, on les supprime purement et simplement. D'accord, trop marrant. Ah, c'est quand même un sacré, parce qu'on en avait parlé un petit peu dans un épisode précédent sur justement Amazon Warehouse et tous ces et Microsoft qu'ils avaient lancé leur data warehouse spécialisé de la santé. Et voilà, on se posait pas mal de questions avec est-ce que en Europe, qu'est-ce que ça vaudrait avec justement toutes ces quêtes de RGPD et puis les différentes lois qui étaient qui était en application concernant justement tout ça, et comme quoi il y avait peu de chances que ça puisse arriver en France à un moment ou à un autre, quoi. En même temps, il y a pas mal d'opérateurs maintenant d'hébergeurs hein, qui sont agréés pour l'hébergement de données de santé à différents niveaux. Hein. Parce que les données de santé sont obligatoirement hébergées dans le pays où les données sont concernées, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça? Alors c'est pas forcément dans le pays. Sur un hébergement de données de santé, là, ça va être sur un hébergement. Je pense qu'on peut héberger sur localisé en Europe, on va dire. C'est surtout le RGPD hein, qui nous guide sur la manière et la localisation d'héberger les données. Et la plupart de nos clients hein, nous demandent à ce que ce soit au moins enfin la plupart. En fait, la plupart de nos clients veulent que ce soit en France. Donc ça, on s'y engage contractuellement hein, à ce que ce soit en France et strictement en France. Et on s'engage même à ce que ce soit sur un hébergement connu hein, par le client. Il sait où c'est hébergé physiquement en France. Et si on devait, pour une raison ou pour une autre, hein, héberger les clients sur un autre hébergement, de toute façon, ça serait en France. Dans un autre lieu, hein, mais ça resterait en France. Alors je sais que certains clients accepteraient que ce soit en Europe, hein, mais dès qu'on leur parle de l'étranger hors de l'Europe, la plupart, ou je dirais même quasiment 100% de nos clients refusent. Et encore plus dans le cadre des hébergements de données de santé. D'accord. Et donc moi ma question c'était justement en ce qui concerne les DSI des industries pharmaceutiques en tant que fournisseur de SaaS, enfin je sais pas si c'est un SaaS, mais quels sont les requis impératifs qu'on vous demande pour pouvoir installer vos logiciels? Oui, là ce que tu veux dire c'est quand on a un prospect ou un client qui souhaite qu'on l'héberge dans le cadre de l'utilisation de nos solutions. Ouais. Quelles sont les exigences hein, de ces clients? Ouais, voilà. Les exigences déjà vont s'appuyer sur les certifications déjà qu'on leur met en avant, hein, c'est-à-dire ISO 27001 ou HDS. Ça c'est très reconnu, HDS ISO 9001. De données de santé. Ça c'est ça du coup c'est ça qu'on demande quoi. Alors on nous le demande mais ça suffit pas la plupart du temps. On va être audité par le client donc en amont hein, il a été arrivé que le client soit encore prospect et qu'on se fasse auditer à ce moment-là sur notre organisation autour de la sécurité informatique, sur nos pratiques de développement logiciel hein, aussi, hein, parce que ça c'est important.
on a un logiciel web qui va se retrouver utilisé dans l'organisation cliente. Et les manières dont on développe nos logiciels, elles sont également, elles font partie du scope de vérification lorsqu'on est audité. Donc on est audité sur l'hébergement, sur l'organisation chez Calnet. Donc les exigences, elles portent sur les 4 points et sur l'organisation que j'ai présenté au tout début. De la sécurité informatique pour s'assurer qu'on est dans les clous et que toutes les traces qu'on enregistre dans notre propre système de gestion de la qualité sont vérifiées, comprises. C'est beaucoup de temps et d'échanges en amont avec les clients pour qu'on leur démontre notre sérieux sur ce sujet. Du coup, il y a un vrai besoin et un vrai... Ça marche bien. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que t'as d'autres questions, Arnaud? Non, pour moi, c'est bon, c'était très clair, très intéressant. Moi, j'ai une autre remarque aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la sécurité informatique à distance. Enfin, c'est-à-dire l'accès sur les réseaux. Mais il faut savoir qu'aussi la sécurité, ça se fait aussi sur le site. C'est-à-dire que en fait, on peut avoir les meilleures barrières possibles et imaginables contre des pénétrations extérieures. Et ben en fait, tout peut être mis à bas en un coup si on laisse la porte, enfin si on tient la porte ouverte à un mec, quoi. Tu vois, genre si c'est c'est un truc c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'entreprises, c'est surtout les banques maintenant enfin c'est surtout les banques en fait qui font des penetration tests mais physiques, c'est-à-dire qu'ils payent des mecs pour se pointer sur site et essayer de rentrer un peu comme ça et du coup de brancher et leur objectif c'est d'accéder au réseau interne, quoi. Et donc ça c'est marrant, mais c'est un vrai truc, quoi. Il y a des gens qui sont payés assez cher pour faire des tests de pénétration comme ça. Et là c'est là où je vous conseille. Je sais pas si ça ne m'étonne pas. Ouais. Ça ne m'étonne pas du tout. Et des fois il y a même pas besoin de rentrer dans le SI, il suffit de se garer à côté du local de la société et d'essayer de se brancher sur le Wi-Fi. Ouais, il y a voilà, c'est ce Wi-Fi, mais après et il y a des histoires de malades. Enfin, je sais pas si ça intéresse quelqu'un ici, il y a un podcast qui est excellent qui s'appelle Darknet Diaries et ils font des récits de gens qui font des tests de pénétration. Donc là ça fait des trucs de fou. Par exemple, imagine t'es un site de fabrication accrédité FDA. Les mecs vont faire un peu de recherche, ils vont se pointer, ils vont faire une fausse plaque de la FDA, ils vont faire un faux truc et tout, et ils se pointent dans le site, inspection surprise, FDA, machin et tout, donc les mecs déboulent, machin. Et en général, c'est pas trop remis en question, quoi. Et des gars se pointent et ils vont partout, et ils branchent des clés USB dans tous les ordinateurs, et ils se cassent. À la fin de la journée, bon voilà, ce qu'on a réussi à vous prendre, c'était un test fait par votre DSI, machin et tout. Voilà tout ce qu'on a réussi tout ce qu'on aurait pu récupérer, tous les dommages qu'on aurait pu faire à votre boîte, terminé. Ah. Et comme ça, il y a des trucs de fou, quoi. Genre, il y a un mec qui racontait qu'il allait dans une banque et il s'est pointé. Il a attendu devant les toilettes. Il a attendu 5 minutes. Il est ressorti des toilettes. Il est allé voir un ordi au pif, il a commencé à le débrancher, le mec à côté le regarde, il fait ouais, je suis de la maintenance, et il enlève tous les câbles, il prend l'unité centrale et il se casse. Et du coup, les gars qui sont pas sensibilisés, comme on le disait au départ, qui sont pas sensibilisés à s'il y a un mec que vous connaissez pas, signalez-le, tenez pas la porte aux personnes dans les trucs. Et toutes ces règles-là, elles font partie d'un ensemble de trucs hyper importants pour maintenir l'intégrité de la sécurité du site, quoi. Et avec Arnaud, c'est marrant parce que vu qu'on va sur plein de sites, on peut les comparer plus ou moins, quoi. Il y a des sites où c'est vraiment open bar et d'autres où c'est pas du tout open bar, quoi. Ouais, mais après c'est vrai que du coup, quand c'est pas open bar, c'est plus contraignant pour nous pour faire notre métier, mais en même temps c'est beaucoup plus sécurisé, quoi. Ouais, c'est compréhensible. Clair qu'on voit vraiment des grosses différences. Et pas forcément sur les sites auxquels on pense de prime abord, quoi. Mais par contre, c'est un truc je trouve qui va un peu de pair
Ah, pas forcément, ouais. Ouais, si, parce que du coup, il y en a d'autres qui sont justement, ça dépend des spécifications différentes dans les différents trucs. Genre, un site qui est classé Céveso, il va avoir tout de suite des contrôles d'accès hyper rigoureux. Tandis que des sites qui sont pas Céveso, forcément, ouais. Ça, c'est vachement. Il y a un peu d'accès, mais ça va néanmoins de pair avec, je trouve, assez régulièrement la maturité, comme tu disais, Stéphane, sécurité qualité des sites. C'est-à-dire, si tu commences à avoir une très bonne culture sécurité, ça va finir par dégoûter sur la qualité et inversement, quoi. Et donc, en général, les sites qui ont qui ont une faible culture sécurité / qualité, c'est ça. Enfin, ceux qui ont une faible culture sécurité ont une faible culture qualité et inversement, quoi. Mmh. Bon, du coup, ça fait quasiment 1h15 qu'on discute et je pense qu'on a fait un peu le tour de notre introduction sur la sécurité informatique. Je sais pas si du coup c'était c'est un nouveau sujet au final, un sujet que probablement les gens ne nous attendaient pas forcément dessus, mais qui moi m'intéresse beaucoup à titre probablement personnel, mais du coup qui a un énorme impact finalement sur l'industrie et encore plus de nos et qui en aura, je pense, de plus en plus sur les années à venir, quoi. Complètement, je pense qu'on en est qu'au début. Ouais, de toute façon là, ça peut que aller en progressant à moins qu'il y ait un effondrement global. Là, c'est clair que c'est un sujet qui peut aller que en se complexifiant, tirer vers le haut, quoi. Donc en conclusion, ouais. Stéphane, si des gens ont des questions ou veulent vous contacter, où est-ce qu'ils pourraient vous trouver? Alors ils peuvent me contacter chez Calnet, je peux donner mon adresse mail. Ouais, bien sûr. Bon, les gens peuvent me contacter à mon adresse mail à stéphane.moinard@reliance.eu. Voilà, Reliance étant le groupe auquel Calnet appartient. Reliance, c'est RELYENS.eu. Ah oui, effectivement, heureusement que tu l'as précisé, parce que je l'aurais pas écrit comme ça. Voilà. Et sur notre site, sur notre site institutionnel aussi, vous pouvez trouver nos coordonnées. Très bien. Et sur LinkedIn, j'imagine aussi Stéphane Moinard, je t'ai trouvé, donc ça doit pouvoir se faire aussi. C'est ça. Voilà, par exemple. Super. Bon écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci pour d'être intervenu sur ce beau sujet. Et puis à bientôt. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci beaucoup.